Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. J'ai arrêté la viande, j'ai arrêté de prendre l'avion. Déjà, si vous faites ça, c'est vachement bien. Et si tout le monde le fait et en est fier et le vit comme quelque chose de heureux et un sacrifice heureux, bah, déjà c'est bien. Et puis sinon, non, si, les prochaines fois, venez avec nous à Extinction. Venez bloquer avec nous. C'est important de montrer qu'on est beaucoup à pouvoir mettre notre vie entre parenthèses le temps qu'il faut pour sensibiliser. Et voilà. Et puis après, c'est toujours le dilemme. Au bout d'un moment, si jamais vraiment vous vous préoccupez de ces questions-là, réfléchissez vraiment au boulot que vous avez. Et s'il est toxique, il va falloir penser à en changer. Difficile de qualifier Maxime de Rostelan. Il est à la fois militant activiste, entrepreneur, auteur et lobbyiste. Sa passion, la terre et les paysans, c'est lui qui a créé les fermes d'avenir, soutenu par Nicolas Hulot, qui a d'ailleurs dit de lui qu'il serait son ministre de l'Agriculture s'il était un jour président. Au croisement de tous les sujets d'actualité, la lutte contre le changement climatique, la redynamisation de la démocratie, l'accompagnement vers une agriculture plus respectueuse de ses paysans, des consommateurs et de la planète, il nous livre ses réflexions sur l'époque, la jeunesse en mouvement, mais aussi les risques de radicalité. Il nous dit aussi l'urgence de se mobiliser, ainsi que ses pistes pour demain. Merci infiniment de nous suivre pour cette 2e saison. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets à impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée, commentez le podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 2, épisode 5, Andiamo. Maxime de Rostelan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Tu es ingénieur chimiste de formation, entrepreneur. Tu as créé les fermes d'avenir, ces micro-fermes en permaculture qui ont essaimé un peu partout en France, un site de financement participatif sur des projets agricoles. Mais tu es surtout un activiste, un militant. Tu as écrit des livres, tu donnes des conférences et récemment tu t'es lancé dans un nouveau projet. Il y a quelques mois, c'est la Bascule, un mouvement citoyen. Tu vas nous dire où tu en es. Mais tout d'abord, Maxime, qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre, de creuser ton propre chemin, de t'émanciper finalement de ce que tu aurais pu devenir si tu avais continué une voie normale, entre guillemets? C'est une question compliquée que les journalistes aiment bien, parce que s'il y avait une... Parce qu'on aime bien connaître le déclic, on aime bien comprendre les cheminements. Ouais, s'il y avait une formule magique, à la limite, et un déclic, ou un endroit où aller, ou un livre à lire qui d'un coup ferait basculer les gens, ce serait super. Voilà, on le diffuserait et ce serait gagné. Non, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance avec mes parents de voyager pas mal et donc de découvrir le monde. À la fin de mes études, j'ai moi-même décidé de le faire au long cours, donc de m'acheter un camion et de faire un projet sur le thème de l'eau. Donc, c'était déjà quelque part engagé. J'avais choisi un angle environnemental. Et j'ai pas vraiment de déclic. Évidemment, quand on rencontre Pierre Rabhi à 18 ans, ça peut marquer les esprits. Et je pense que ça y a fortement contribué. Je me souviens de la première conférence que j'ai pu voir de lui et j'avoue avoir eu des nœuds dans le ventre pendant une bonne semaine après. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Pierre Rabhi à 18 ans ? Mes cousins, qui à l'époque étaient eux-mêmes engagés, paysans, et ma sœur, qui avait elle aussi décidé, alors qu'on était tous les deux parisiens, on avait grandi à Paris, elle a décidé, ma sœur, à 16 ans, de devenir agricultrice bio. Et donc, voilà, dans la famille, ça a circulé. Et il est passé dans notre village, dans le sud-ouest, à Mouguer. Et donc, on a décidé d'aller le voir. Et j'avoue que j'ai été retourné. Ouais.
Alors, on en arrive à la bascule. C'est ton nouveau projet, un projet citoyen. Ça fait 8 mois que tu travailles avec des dizaines de bénévoles, des organisations. Votre objectif, c'est créer au service de la transition, faciliter en aidant à l'organisation d'événements, en créant de la coopération, amplifier en faisant du soutien aux associations, du lobbying citoyen. Vous ne vous mettez donc pas en première ligne. La bascule, c'est quoi? C'est du backup? Vous sous-tendez? Vous aidez? La bascule, c'est un peu comme une banque de temps. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont envie de donner de leur énergie, de leur temps, de leurs compétences pour faire basculer le système du bon côté. Et évidemment, comme il y a beaucoup d'associations qui font des choses super, l'idée est surtout pas de refaire ce qui existe déjà, mais vraiment de se mettre au service des bonnes initiatives qu'on trouve remarquables et qui mériteraient d'être catalysées, amplifiées. Et donc, vraiment, moi, par exemple, avec Extinction Rebellion, l'occupation du Châtelet, il n'y a pas eu un moment marqué la bascule, mais je vous garantis que moi, j'ai pas arrêté de croiser des basculeurs. Il y avait une quarantaine de basculeurs qui ont passé toute la semaine là-bas, sur place, à mettre de l'ambiance, à organiser, à faire de la méditation, etc. Et non, la bascule, c'est quelque chose qui est... Voilà, on vit pas pour la bascule, on vit... ou plutôt, la bascule appartient à tout le monde. Et donc, en ce sens, il n'y a pas volonté d'avoir un drapeau plus haut que l'autre, quoi. Enfin, c'est pas... On le met rarement en avant, en fait, la bascule. On dit, nous, on se met dans ce cadre-là parce qu'il nous permet d'avoir un lieu, puisqu'évidemment, la bascule, avec tous les 70 premiers, on s'est installé à Pontivy, donc c'est un lieu de vie. Dans un ancien hôpital désaffecté, c'est ça? Ouais, dans un truc assez fou. Et donc, on est là, c'est vraiment un cadre en arrière-plan, mais qui nous permet de... Voilà, c'est juste un cadre, en fait. Un cadre pour faire une banque de temps au service des gens et des associations qui ont des choses qu'on a envie de pousser. Et on connaît, en fait, pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué cette question, on connaît les luttes intestines et les guerres de chapelle qui existent entre toutes les assos, etc. On veut surtout pas rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, on se met vraiment en retrait, on dit non, nous, c'est votre projet. Je donne des exemples, mais là, je viens de parler de la Rio, donc la rébellion internationale d'octobre. Donc et on va en parler d'ailleurs. Extinction Rebellion. On peut parler des municipales, donc on se met au service de tous élus, de la belle démocratie. Et justement, est-ce qu'au départ, le projet, il n'était pas un petit peu différent? Est-ce que tu n'as pas dû un peu réorienter? Notamment, est-ce que tu voulais pas prendre un rôle un peu plus important en vue des municipales? Enfin, peut-être pas toi spécialement, mais en tout cas les basculeurs. L'idée, c'était aussi un peu de prendre le pouvoir, non? Parce qu'on n'a quand même pas énormément de temps devant nous. Alors en fait, l'idée est effectivement que les citoyens puissent prendre le pouvoir, mais surtout pas sous une bannière ou sous un nom de parti qui serait la bascule. Et en fait, on n'a pas réorienté le projet. En fait, dès fin mars, quand on a lancé et qu'on a eu toutes ces candidatures de jeunes, on a eu plus de 800 candidatures, donc quand on était sûr qu'on allait partir au moins à 50, 60, 80 personnes, on a dit il faut définir des lignes rouges. Si on veut effectivement travailler avec toutes les organisations et faire en sorte qu'il n'y ait pas de sentiment de concurrence ou de quoi, ou de guerre de chapelle, etc., on s'est dit organisons une gouvernance qui réponde à tout leur cahier des charges à eux pour pouvoir bosser avec nous. Et donc on a organisé en amont une réunion avec plein d'orgas. Il y avait On est prêt, il y avait Emmaüs, il y avait Démocratie ouverte, il y avait Alternatiba, il y avait... Et en fait, avec ces gens-là, on a fait une demi-journée de travail pour dire quelles doivent être les lignes rouges de la bascule. Et il y a au moins 2 lignes qui le méritent d'être soulignées. C'est, on est très politique mais apartisan. Et à ce titre, on ne présentera jamais aucun candidat sous une étiquette la bascule, et on ne donnera jamais de consigne de vote. Donc ça, c'est vraiment la première des lignes rouges. Pas de candidat basculeur au municipal. Pas de candidat basculeur ni au municipal, ni à aucune élection. L'idée, c'est vraiment, on est très politique mais apartisan, pour pouvoir justement bosser avec toutes les orgas qui, on le voit bien d'ailleurs, Place Publique qui a fait un peu cette tentative de dire on est quelque chose de citoyen, s'est retrouvé face à ce dilemme de dire bah non, mais en fait les assos peuvent pas nous soutenir officiellement parce que justement on est un parti. Et moi on a pris le parti justement de ne pas en être un et de dire on va pousser les citoyens et les incapaciter, le mot est un peu moche, mais les incapaciter à se réapproprier la politique. Et la deuxième ligne rouge que je voulais souligner, c'est on ne recrée, je l'ai déjà dit, mais elle a été définie avec les orgas, c'est dire on ne recrée rien qui existe déjà. On se met au service d'eux et on est en retrait. C'est bien le projet de tous élus, c'est bien le projet d'Extinction Rebellion, mais pour que ces projets soient des succès, et on a tous intérêt à ce qu'ils le soient, eh bien nous,
en backup, on se met au service. Il y a eu des petits, enfin je ne sais pas si ce sont des accidents de parcours. Moi, vous vouliez par exemple organiser un grand rassemblement cet été sur le plateau de Millevaches en Creuse, et vous avez eu quelques difficultés. Vous n'avez pas pu, par exemple, organiser ce festival dans l'ampleur que vous auriez souhaité ? Gros sujet, ouais, gros sujet. En fait, il y a quelques temps, je me suis dit, avant même de lancer la bascule, je me suis dit, il faut un énorme rassemblement pour provoquer une lame de fond citoyen et citoyenne. Et en fait, je pensais notamment au Larzac en 2003, festival auquel je m'étais rendu, moi, du haut de mes 22 ans. Et ça avait été un moment fort avec 300 000 personnes. Et donc, je suis allé voir José Bové, parce qu'il était à l'origine de ce rassemblement. Et je lui ai dit, alors comment on fait ? Alors, je lui ai dit, il faudrait qu'un mouvement citoyen puisse naître. Mais il ne peut pas se décréter. Il faut qu'il naisse de manière spontanée. Et là, il m'a dit, une phrase de Lénine, a priori, il m'a dit, la spontanéité, ça s'organise. Oui. Donc, je me suis dit, OK, moi, je veux organiser la spontanéité. Et on a, en janvier, organisé un week-end avec beaucoup d'orgas, beaucoup de directeurs d'entreprise, beaucoup d'élus, beaucoup de personnalités. Il y avait 150 personnes autour d'une question qui était: quelle grande fête rendra irrésistible l'émergence d'un mouvement citoyen ? Parce que y a une phrase de Emma Goldman que j'aime beaucoup et qui est dans la pièce de théâtre Ce qui m'est dû, que j'invite vraiment tout le monde, de la Débordante Compagnie. C'est un truc, c'est renversant. Et il termine en disant, Emma Goldman, qui était une révolutionnaire du début du siècle dernier, qui disait je veux bien faire votre révolution si dans votre révolution on danse. Et donc moi je pense que vraiment on n'arrivera pas s'il n'y a pas de la joie à la base de tout ça. Donc bref, l'idée, faire une grande fête. Et quand la bascule s'est formée, on s'est dit bon, on va rien recréer qui existe déjà, on va pousser les manifs, les marches pour le climat, etc. En revanche, cette idée de grosse fête, ça n'existe pas, faisons-le. Donc on a trouvé des partenaires et puis on s'est motivé. Et puis moi j'avais en tête de le faire sur le plateau de Millevaches, chez Joigny Chatou, un super paysan que je trouve moi, personnellement incroyable, et qui a le tort, aux yeux de ses voisins de plateau, d'avoir affiché son soutien à Emmanuel Macron lors de la campagne précédente, de la campagne présidentielle. Donc pour les habitants de Tarnac, pour les habitants de Faux-la-Montagne, pour les habitants, ces libertaires et ces résistants, il est un ennemi. Et un ennemi macroniste. Et donc quand on a annoncé le fait ce rassemblement, eux ont tout de suite dit « Oh là là, c'est un truc de macroniste », bien que les invités étaient... Parce que vous aussi, dans quelque part, on vous met dans le... Alors justement, ils ont creusé. En fait, ils ont vu... Moi, Emmanuel Macron était venu sur ma ferme pendant la campagne, donc il y a une ou deux photos... Vous avez visité les fermes d'avenir près de Tours, effectivement. Ouais. Donc il y a une ou deux photos qui traînent de Macron avec moi. Et donc, oui, et puis vous êtes aussi proche de Nicolas Hulot, qui était le ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron. Ouais, et effectivement. Après, on sait pas si Emmanuel Macron égale Nicolas Hulot. Enfin, a priori, pas trop. Mais bref, on a été assimilés à des macronistes. Et l'an zéro a été catalogué comme tel. Et ils ont dit, ils ont même tagué dans un super beau village du plateau, l'an zéro, la marchandisation en marche, enfin, n'importe quoi. Et donc, on a organisé une première réunion publique début juillet. Où étaient censés intervenir 9 basculeurs, des jeunes basculeurs. Donc moi, j'étais pas présent. Ils ont été attendus et accueillis par une 60aine de villageois. Il manquait que les fourches. Enfin, vraiment. Et donc, Julien Coupa, qui est connu dans l'affaire de Tarnac, est sorti de sa tanière. C'est rare, hein, il donne très peu d'interviews. Et France Bleu Creuse le voyait pour la première fois, alors qu'il habite à Émoutier. Et donc, ils ont versé tout un torrent de boue sur moi, sur nous, voilà, ils ont dit non, vous pouvez pas faire ça. Et de conclure, de toute manière, on n'est pas là pour négocier. Pour nous, c'est pas une demande, c'est votre festival n'aura pas lieu. Et si jamais vous persistez, on va le saboter, il n'aura pas lieu. Et donc, on vous a conseillé, entre guillemets, donc, moi, de vous retirer sagement. Moi, les RG m'ont dit, bon, écoute, là, ton nom, il clignote partout dans toutes nos alertes. Donc, voilà, on te conseille de pas le faire là, ça va être trop compliqué. Donc, on s'est rabattu sur l'aérodrome de Guéret parce qu'on avait une telle programmation. Il y avait des super artistes, des intervenants incroyables. Enfin, on avait vraiment une programmation qui, à mon avis, était sans précédent. Même la maire de Paris qui me fait appeler par son cabinet, qui dit oui, on aimerait bien être là. Voilà, donc c'était vraiment the place to be et ça allait être un truc fort. Et donc on se rabat sur l'aérodrome de Guéret où avait lieu la semaine précédente un gros festival avec Patti Smith, etc. Et donc ils nous ont dit on vous laisse les infrastructures et pour tel prix, en gros, vous allez vous en sortir. Et en fait,
3 semaines après, on a reçu les devis et ça correspondait pas à ce qui avait été prévu. Et donc, on s'est retrouvé face à un mur. Et en gros, on pouvait pas risquer de faire couler l'association sur un non-projet ou sur le premier projet. Et donc, du coup, on a préféré annoncer l'annulation et les basculeurs d'apprendre ce qu'était la résilience sur le terrain. Et donc, on a fait l'an off, qui a réuni plus de 300 personnes à Pontivy, du coup, donc chez nous. Donc, au moins personne ne nous a dit qu'on n'était pas au bon endroit. Et plus de 120 organisations qui ont bossé pendant 3 jours. C'était super. Il y a eu des concerts, il y a eu Damien Carême, Delphine Bateau, Daniel QF en conférence. Voilà, on a fait un truc plus petit. Et on fait l'an réseau maintenant pour continuer parce que. Et ça, c'est vraiment ce qui précède à ce besoin de se réunir, c'est que on travaille tous un peu en silo dans nos trucs, la tête dans le guidon, et quand on se croise, c'est dans des trucs un peu formels, un peu de réunions, de machins, de projets, il y a un petit peu de pression. Et en fait, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'une bonne bière, ou qui se passent au petit-déj le matin, et donc je persiste à croire que c'est pas inutile de dialoguer et de se réunir et de prendre vraiment le temps de le faire sur 2-3 jours à chaque fois. Ça vous ennuie qu'on vous catalogue comme un macroniste ? Ah je le suis pas du tout, donc ce qui moi c'est vraiment, c'est juste que c'est faux. C'est faux. Ouais, c'est juste que c'est faux. Donc j'ai pas voté Macron et je l'ai dit hier à nouveau à des gens. Enfin, si c'est Le Pen Macron au 2e tour la prochaine fois, cette fois-là, je ne voterai pas. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce duel, mais rien n'est encore bien sûr, mais non, dans le marbre. On peut vivre en étant basculeur ? Alors, l'idée, c'est quand même qu'on est tous bénévoles et que personne n'est rémunéré. Pour autant, il faut bien avoir un toit et quelque chose à mettre dans les assiettes. Donc, très vite, on a trouvé... alors moi, quand j'ai trouvé ce lieu qui fait 6000 mètres carrés et nous a été cédé pour rien du tout. Enfin, on a pu l'occuper et encore maintenant pour quasiment rien. Donc, ça coûte rien. Il n'y a pas d'électricité. Ou l'électricité, on l'a produit nous-mêmes avec des panneaux photovoltaïques qui nous ont été mis à disposition par Accio. On a planté des patates et un potager. Mais moi, je suis allé voir dès la première semaine beaucoup de paysans dans le coin et de dire aux basculeurs, allez chez ces paysans une fois par semaine, ils ont besoin. Et donc, ils se sont arrangés avec eux. Et donc, toutes les semaines, il y a une dizaine de basculeurs qui passent une journée chez un paysan du coin, soit pour faire du pain, soit pour faire des récoltes, soit pour travailler dans les champs. Ils vont aussi faire les poubelles des supermarchés. Et là, c'est juste hallucinant, vraiment, de constater que quand on est 60 et qu'on peut vraiment prendre tout ce qu'il y a dans la poubelle, en fait, on arrive à nourrir 60 personnes. C'est complètement fou. Et donc, ça, c'est la partie vraiment autonomie. Les supermarchés sont plus censés être autorisés à jeter... Écoutez, venez avec nous le soir, vous allez voir. Et donc, ça, c'est vraiment la partie autonomie, sobriété. Après, il y a plusieurs activités qui sont en train d'être même plus expérimentées, qui sont déjà déployées, notamment l'aide à la facilitation et à la gouvernance partagée, aider l'intelligence collective à se mettre en place dans les organisations. Et il y a beaucoup des basculeurs qui ont été totalement retournés par la première semaine, parce qu'en avril, on a dit on va poser la gouvernance. Donc on a fait venir l'Université du Nou, qui est une orga absolument géniale, qui est venue spécialement avec 7 animateurs pendant une semaine. Et donc ça a permis à tous les basculeurs, et on était 80, de remettre en question tout ce que j'avais moi écrit et qui était l'étincelle qui leur avait dit oui, il faut y aller. Ils ont tout remis en question, ils ont tout reposé, ils ont refait leur programme. Et donc dès ce moment-là, moi je me suis vraiment mis en retrait et j'ai dit ce projet est leur projet, quoi. Et donc ils ont été fascinés par ces méthodes d'intelligence collective et ils se sont formés pendant 6 mois. Il y en a qui ont vraiment, qui sont partis dans la France entière pour aller se former et qui maintenant animent en entreprise ou dans des collectivités des sessions comme ça, qui donc font des revenus pour la bascule. On accueille aussi des groupes. C'est hallucinant le nombre de gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui habitent dans ce truc post-effondrement, parce que comment vivent-ils, que font-ils? Et on a des boîtes qui nous contactent, des agglos qui nous contactent, et donc on accueille des groupes à qui on fait la nourriture et puis finalement on facture 1000 balles la journée. Et 1000 balles la journée, ça fait tenir 10 basculeurs pendant 2 mois, quoi. Donc ça vaut pas grand-chose de vivre à la bascule. Et en plus, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner de leur temps, qui sont même prêts à, je sais pas, les woofers
sont logés, nourris. Là, donc les woofers, c'est des gens qui partent en vacances, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, les woofers, c'est pas des vacances. Hein. Les woofers, c'est qui parlent dans des fermes. Oui, qui s'engagent, qui donnent de leur temps, effectivement. Dans des fermes, pour bosser dans les champs. Donc ça peut... On l'applique à... En fait, on pense qu'il manque quelque chose qui serait un service citoyen, un truc comme ça, pas un service civique universel, parce qu'on a vu les photos, c'est pas exactement ce que je me fais comme idée de... Voilà, mais un service citoyen. Et donc là, les basculeurs ont mis en place un cursus. Donc là, ils commencent les premiers recrutements, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir. Et donc, ils ont mis en place un processus d'inclusion, un petit parcours d'entrée, d'intégration. Et là, la beauté de la chose, c'est que maintenant, on nous propose des lieux. Et donc, on a 2 lieux en vue. Et a priori, donc, dans quelques semaines, les basculeurs vont aller s'installer dans un nouveau lieu, pour plus longtemps cette fois-ci, avec des fenêtres et de l'isolation. ce qui permettra de passer l'hiver. Les basculeurs, c'est qui ? Ce sont des gens qui ont terminé leurs études, qui font une pause dans leurs études, qui abandonnent leur boulot pour vous rejoindre. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. C'est-à-dire que les premiers, j'ai lancé ça au cours d'une conférence à Toulouse, dans une école d'ingénieurs dans laquelle il y avait 500 personnes. Donc c'était des gens qui étaient, eux, en phase, en 2e ou 3e année. Et certains ont dit, OK, je vais me mettre en césure. Je vais me mettre en césure, où je vais essayer de faire en sorte que mon stage soit la bascule, etc. Et puis très vite, il y en a d'autres qui sont des jeunes diplômés, qui n'ont pas envie de bosser. C'est la grosse majorité de ceux qui sont là aujourd'hui sont des jeunes diplômés qui sont là depuis le début. C'est-à-dire que là, on a un noyau dur de 30 personnes qui va rester au moins 1 an. Et ces 30 personnes sont là depuis le début, ce qui est plutôt bon signe. Et là, c'est vraiment des jeunes diplômés qui disent, voilà, moi, je me laisse 1, 2 ans. Avant, on faisait des voyages ou je sais pas quoi. Là, ils disent, moi, c'est ça que je vais faire comme césure. Et on a vu arriver quelques personnes plus âgées, 40, 50, 60 ans, qui se sont dit, OK, le monde va mal, je vais offrir mes compétences, mon temps, etc. À ces jeunes. Et alors, il y a du bon et du moins bon. Et effectivement, moi, j'ai remarqué que certaines personnes arrivaient là en se disant, yes, formidable, un bon terrain de jeu pour expérimenter tout ce que j'ai jamais réussi à mettre en place en entreprise ou ailleurs. Donc, parfois, c'était un petit peu bancal et il y a eu des sujets là-dessus quand même, peu, à la bascule. On imagine. En tout cas, c'est une aventure que tu as accompagnée, initiée, mais ce n'est pas ce qui va t'occuper dans les prochains mois. Tu as d'autres projets, Maxime, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors là, c'était pas prévu. Moi, évidemment, il faut que encore une fois, la bascule, dans son ADN même, ne peut pas avoir une tête qui dépasse. Et ma tête est peut-être trop grosse ou quoi, donc du coup, ça peut pas coller. En même temps, sur les têtes qui dépassent, Maxime, est-ce que il faut pas des leaders parfois aussi pour emmener, pour trancher, pour décider? Sans doute, mais pas dans l'organisation de la bascule. La bascule étant une organisation qui se met au service d'eux, elle est vraiment, c'est vraiment des fonctions support pour toutes les autres, et elle peut aider Cyril Dion ou Nicolas Hulot ou Daniel QF, ou ce qu'elle a fait d'ailleurs, à des moments, mais l'idée et qu'il n'y ait pas dans la bascule je pense dans ce projet-là. Ouais. D'accord. Et donc déjà il faut par construction il faut que je laisse la bascule. En plus moi j'ai des enfants, une femme qui a repris des études, donc du coup c'est moi qui vais devoir assumer les revenus, les revenus de la maison. Et donc effectivement je vais devoir recommencer à bosser, et j'ai globalement 4 pistes, mais elles sont un petit peu encore en réflexion. Et en attendant, parce que comme j'arrive pas à me décider pour les 4, j'ai décidé de réécrire un bouquin, donc je vais consacrer décembre, janvier, février à écrire un bouquin. Ouais. D'accord. On t'a aussi vu sur la place du Châtelet, il y a pas si longtemps, avec les militants d'Extinction Rébellion. Est-ce que c'est en bloquant, occupant, qu'on peut faire avancer les choses, l'action politique avant tout, et la conscientisation partout ailleurs? Je sais pas si c'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, je sais que sans ça fonctionne pas. Donc, essayons ça. Ça a bien fonctionné en Angleterre. Ça a le mérite d'être... Ça a bien fonctionné, pourquoi? Parce que l'urgence climatique, elle a été reconnue par le Parlement? Ça, c'est effectivement une des victoires à mettre à l'actif d'Extinction. Mais c'est aussi le fait que les 2 semaines de blocage à Londres au printemps dernier ont commencé avec une déflagration dans les médias qui disaient « c'est pas possible, ces gens qui bloquent, etc. » avec une opinion très négative de 85% des gens qui disent « c'est quoi ces bloqueurs ?»
Et en 2 semaines, ça s'est retourné. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, il y avait 80% des Anglais qui disaient « on comprend, on valide, il faut le faire ». Et ça s'est fini par un gros pique-nique à Hyde Park avec beaucoup de gens qui se faisaient des hugs et qui étaient très contents d'avoir eu cette victoire de manière collective. Et je pense qu'aujourd'hui, et le jour où on a bloqué Rivoli et Sébastopol, donc le jeudi et le vendredi, lors de la semaine d'octobre, moi j'ai remonté la rue de Rivoli. Il y avait, Google Maps avait inventé une nouvelle couleur, hein, c'était noir, c'était même plus rouge, c'était devenu noir, faut surtout pas y aller. Et en fait, les gens étaient très calmes. Il y avait beaucoup de peacekeepers, on appelle ça, des gens qui gardent la paix, des gardiens de la paix, avec des vestes oranges qui remontaient, qui donnaient des infos, qui parlaient, qui passaient du temps, qui donnaient de l'eau, etc. Et globalement, sur les 1000 voitures qu'on a dû embêter, il y en a 4 qui ont gueulé, quoi. Et je pense que ça, Il y a un bon accueil des riverains, selon vous ? Mais oui, parce qu'en fait, tout le monde comprend que maintenant, il faut faire quelque chose, et tout le monde comprend que le dernier outil, la dernière arme qu'on ait, c'est notre corps. Enfin, je veux dire, les Gilets jaunes l'ont bien compris. Hein, quand on n'est pas entendu, malgré toutes les tribunes, les machins, il y a des députés qui se battent pour des super sujets et qui sont pas entendus. On essaye par tous les moyens. Et en fait, quand on n'est plus entendu, la différence de certains mouvements des Gilets jaunes, vous êtes complètement pacifique avec Extinction Rebellion. La non-violence est dans l'ADN même de Extinction Rebellion. Et ça, c'est un truc intéressant dont on peut aussi discuter. C'est cette ligne de crête qui est en train de s'affirmer entre les violents et les non-violents. Qu'on pourrait aussi dire entre les révolutionnaires et les réformistes. Mais ça, c'est pas sympa, parce qu'on est aussi révolutionnaire. Oui. On n'est pas juste réformiste, on est révolutionnaire. Par contre, on veut le faire... Moi, je suis convaincu que si on laisse à des gens violents le soin de bâtir le monde de demain, c'est un monde dans lequel j'aurais pas forcément envie de vivre. Et donc, voilà. Et donc, Extinction Rebellion a cette posture. Et juste, je rappelle, pour moi, le fondement de Extinction Rebellion, c'est les 4 piliers. Le premier pilier, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Et honnêtement... Quand on voit que... Mais certains ne veulent pas l'entendre, vous pouvez la dire. Ouais. J'étais à Lourdes il y a 2 jours pour parler à la conférence des évêques de France, donc les 110 évêques, qui pour la première fois de leur histoire faisaient une journée dédiée à l'écologie. Donc j'introduisais la journée. J'ai terminé mon speech. La personne qui me faisait venir à Lourdes et qui est catholique pratiquant m'avait dit, tu sais, Sainte Bernadette, quand elle a eu ses visions, elle a dû aller raconter ça aux évêques et tout le monde se foutait un peu de sa gueule. Et au bout d'un moment, elle a dit, écoutez, je suis ici pour vous dire, pas pour vous convaincre. Et en fait, j'ai terminé mon speech en leur donnant 2 chiffres que je vais vous donner ici parce que c'est des chiffres qui, pour moi, se suffisent à eux seuls. Et donc, je leur ai donné les chiffres et j'ai conclu en disant, je suis ici pour vous dire, pas pour vous convaincre. Et donc, ils ont bien rigolé. Et en gros, les 2 chiffres, c'est que l'humanité a extrait, entre 98 et 2018, autant de ressources de la Terre que l'humanité avant 98. Donc globalement, c'est juste, on n'est même plus dans des exponentielles, on est dans des verticales, c'est vertigineux, quoi. Et 2e chiffre, c'est si on veut tenir sous les 2 degrés d'augmentation d'ici 2100, il faut laisser 2/3 des réserves de pétrole connues sous le sol. Donc déjà, ça sert à rien d'aller chercher de nouveaux gisements. Et en plus, au rythme auquel on va, dans 6 ans, on a brûlé le tiers auquel on a droit. Voilà, ça laisse penseur quand même. On se dit ça va être compliqué et il faut vraiment une vraie révolution pour le coup et il faut qu'elle se fasse dans la non-violence. Qu'est-ce que vous répondez ? Parce que vous dites que l'accueil était bienveillant, mais il y en a quand même qui vous ont détesté pendant cette semaine à Paris. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous les avez empêchés d'aller travailler, simplement de se déplacer, ceux qui vous disent que vous êtes des personnes qui finalement n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, hein. On l'a entendu aussi pas mal dans les médias. Je dis qu'on a plein de choses à faire dans la vie et qu'on pense qu'il n'y a pas plus important que l'urgence climatique pour nos enfants, pour les générations futures, pour le vivant, et que du coup on est au contraire dans un sacrifice volontaire de notre temps, et on dit on doit être là. Et je vous garantis, c'était un peu compliqué au début. Il a plu pendant 3 jours. Enfin, il faisait froid et on le fait. Et non, on a plein d'autres choses à faire. On peut aller cultiver des champs, on peut aller ramasser du plastique, on peut tout simplement bosser dans les boulots pour lesquels on est. Il y a des gens qui ont pris des congés pour faire ça. Hein. Et donc les gens qu'on a empêchés de travailler, toutes nos excuses. Je pense que dans 4 ans, si rien n'est fait, ils pourront tout juste plus travailler, ou dans 10 ans, ils pourront plus travailler et ce sera autrement plus compliqué pour eux que d'attendre quelques jours. Et je leur dis aussi, comme on chantait, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, quoi. Rejoignez-nous. Si vous pouvez pas aller bosser, expliquez à votre patron qu'en fait, il y a un truc plus important qui est en train de se tramer, c'est que
le vivant est en train de s'effondrer et qu'il y a urgence. Alors, c'est aussi l'occasion de parler de cette jeunesse qui se mobilise. C'est nouveau, c'est Greta Thunberg qui a aussi été un peu l'aiguilleuse de ce mouvement mondial. Ça n'existait pas quand toi, par exemple, tu avais le même âge. Comment est-ce que tu regardes ce mouvement? Avec admiration? Est-ce que tu te dis, on est sauvés? On est sauvés? Non, pas du tout. Par contre, avec admiration, bien sûr. Avec admiration, évidemment, c'est génial. Et ça devait arriver, quoi. Ça devait arriver, ça m'étonne que peu. Et je suis content parce qu'on sait que la société, elle évolue avec des événements. Et Greta est un événement, à elle seule. Enfin, elle a provoqué une déflagration dans le monde et elle continue de le faire. Elle irrite. Elle permet aussi de dévoiler au grand jour ceux qui, à court d'arguments, s'attaquent à la personne. Et on voit à quel point, en fait, ça les discrédite eux-mêmes et donc ça renforce le discours de Greta. Non, je suis ravi. J'aurais adoré avoir des enfants de cet âge-là pour qu'ils puissent eux aussi y être. Et j'aurais évidemment adoré, moi, à mon époque, avoir ça. Nous, on avait ça dans d'autres mesures. On avait, c'était la guerre en Irak, etc. Et il y a eu des gros soulèvements. Mais pas sur un truc d'intérêt aussi général et aussi obvious, quoi. Non. Alors, il y a certaines personnes qui ont parfois du mal à rejoindre des marches, car les mots d'ordre, parfois, ne leur conviennent pas. Ils sont trop politisés, trop anti-Macron, peut-être. Alors qu'ils viennent simplement aussi se mobiliser pour le climat. Est-ce que toi, tu déplores aussi parfois la politisation à l'extrême de certains mouvements, ou peut-être une certaine radicalisation aussi de certains mouvements? Alors c'est un sujet, c'est-à-dire qu'en gros, quand il y a eu l'opération à Italie 2, donc le centre commercial qui a été bloqué, on sait qu'il y a des franges plus radicales, un peu black blocs sur les bords, qui se sont infiltrés dans le réseau. De toute manière, XR est très ouvert et on sait qu'il y a des gens qui sont venus et on a vu des affiches qu'on aurait vraiment préféré pas voir, quoi. Enfin, des banderoles qu'on aurait vraiment préféré pas voir. Il y en a, c'est juste... Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? En fait, il faut être ferme sur notre posture non violente. Il faut que tous les modérés de XR, c'est-à-dire tous ceux qui sont là en disant on est bienveillant, mais en fait, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, dans les forums, dans les trucs où on prépare les actions, il y a, comme on est 15 000 sur la base, il y a énormément de monde, et il y a des gens qui disent tiens, on vient en groupe et on est 15, on est soudés, on va soutenir un truc et on va tous liker comme ça. Ça va être très difficile pour les gens qui sont un peu plus modérés de dire oh non et de bloquer carrément cette initiative parce qu'ils vont voir 15 personnes qui encouragent l'initiative en une heure, donc ils vont se dire oula, mais cette initiative ressemble à XR. Et en gros, c'est le risque qu'on a, c'est cette histoire de noyautage. Faut se le dire à un moment ou l'autre, et on le voit dans les manifs quand les black blocs passent à des moments où. Et en gros, il faut qu'on soit vigilant, qu'on soit courageux ensemble d'affirmer notre non-violence. Et moi, concrètement, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit à Châtelet quand ils ont ressorti quelques-unes des banderoles qui avaient fait débat, voire plus, à Italie. J'ai passé le premier soir de 1h du mat à 4h du mat à négocier avec des black blocs qui en plus m'avaient dans le pif parce qu'ils savaient que c'était l'an zéro, etc. Donc ils avaient une considération relativement faible de ma personne. Donc j'étais face à des gens qui étaient cagoulés et qui étaient en noir et qui m'expliquaient que non, la non-violence n'avait aucun effet, que c'était forcément la violence. Et je dis bah oui, mais c'est pas ici. Oui. Et moi je leur dis, je leur dis vraiment, il n'y a pas de souci. Moi je respecte vraiment votre point de vue parce que j'ai lu plein de bouquins et je sais que effectivement, et on l'a vu dans les Gilets jaunes, tant qu'il n'y a pas de violence, les réactions sont faiblardes. En revanche, moi, je veux pas prendre part à cette violence et on n'arrivera pas à embarquer le gros de la population sur une base de violence. Mais si vous pensez que c'est la violence, allez-y, mais faites des trucs. Parce que là, vous parlez, vous sapez des initiatives, vous êtes derrière votre écran, c'est vachement pratique, et vous mettez des trucs la nuit, etc., enfin des banderoles la nuit quand on vous voit pas. Mais faites-le, faites du sabotage. Si c'est ça vraiment, d'après vous, qu'il faut faire, faites-le et on regardera. Enfin, moi, je ne souscris pas à ça. Je respecte juste tous les modes d'action et je dis juste, il y a des endroits pour le faire. En tout cas, moi, tous les endroits que je propose et qu'on crée, c'est des endroits qui seront 100% non violents et on fera sortir les gens qui sont violents parce que... Et il y a de la violence... casser une vitrine de banque ou quoi. Il y a de la violence verbale, même dans les mots. Ça veut dire qu'en gros, les banderoles qui étaient déployées... Il y en a qui étaient franchement inacceptables. Franchement, on a passé du temps à effacer des tags inacceptables. J'ai même pas envie de dire ce que c'était. Et il y en a qui sont plus tendancieux, genre écologie radicale, mort au capital. Alors oui, on est convaincu que le capitalisme est une hérésie, que c'est suicidaire, etc. Mais le dire comme ça, c'est pas... Moi, je le dirais jamais comme ça. Ça vous convient pas. Non.
Alors, on va aussi un peu parler des fermes d'avenir, parce que c'est toi qui les as créées, ces fermes. Tout a commencé avec cette micro-ferme près de Tours, au sein du château de la Bourdaissière, grâce à Louis-Albert de Breil, qui vous a hébergé en quelque sorte. Avec ce projet, vous vouliez prouver que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Vous étiez donné 5 ans à l'époque. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un échec ? Ah non. Enfin... Déjà, quand on dit l'agriculture naturelle, on voulait montrer que c'était plus rentable que l'agriculture chimique. C'était sans avoir vraiment pris la mesure d'à quel point l'agriculture chimique n'est pas rentable et n'est pas compétitive en rien. Et en fait, on a juste réussi à montrer que on sait produire des bons légumes, des beaux légumes qui font du bien aux clients. On arrive à former des gens et on voit que la majorité des gens qui veulent s'installer aujourd'hui, la moitié d'entre eux sont des néo-ruraux, donc qui veulent s'installer sur ces bases-là. Donc on voit qu'on répond à un besoin du territoire, des consommateurs, des gens qui veulent se former. On arrive à le financer, mais en fait, il y a un vrai problème. Enfin, on arrive à financer, on a des gens qui veulent financer. En revanche, on a vraiment mis au jour la distorsion de concurrence absolument inique qui existe entre l'agriculture chimique, qui est subventionnée par la PAC, par des industries, etc., directement et indirectement par nos impôts, puisqu'en fait, elle a réussi, grâce au lobby, à externaliser tous les dégâts qu'elle fait, c'est-à-dire les algues vertes, rien à voir avec les éleveurs de porc, c'est juste pour nos impôts, les problèmes de santé, les problèmes d'eau, etc. Pareil, ça va dans nos impôts et c'est pas pour eux, ça vient pas comme charge pour eux. Et donc, il y a une vraie distorsion de concurrence et on a montré en gros ce qu'il faudrait pour rendre l'agroécologie la norme. Et ben en fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut rémunérer les services écosystémiques. Oui. Et on dit que c'est très politique. C'est-à-dire l'État ou le gouvernement doit prendre la décision de dire, au lieu de consacrer notre budget à réparer les dégâts d'un système délétère, investissons et aidons les gens à faire un système qui n'aura pas de dégâts et donc qui ne provoquera pas de dépenses pour nous. Et en gros, ça a été tout le... Donc, très vite, en fait, dès 2015, donc dès l'année 1, j'ai écrit un édito dans la Gazette Ferme d'Avenir, à l'époque, où je disais, voilà, c'est bien, on voulait prouver que l'agriculture naturelle était plus rentable que l'agriculture chimique. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va évaluer la viabilité économique, technique et sociale. On va regarder ce qui fonctionne. On va identifier les freins et proposer des leviers. Et c'est là que je suis parti, entre guillemets, en mode baptême de lobbying. Et que j'ai participé. On a fait cette pétition qu'on avait remise à Macron pendant qu'il était en campagne. Puis les États généraux sont arrivés. On a participé aux États généraux et on a proposé plusieurs amendements, dont un qui a été voté sur le paiement pour services écosystémiques, justement. Et il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Et là, c'est là que j'ai jeté l'éponge. J'ai dit, attends, c'est pas possible. Si on a fait tout le boulot, on monte ces étapes-là, et puis on arrive même à convaincre les parlementaires du bien fondé de notre raisonnement. Ils le votent. Et là, il y a un cheval de Troie de l'exécutif au sein du dispositif législatif qui censure ça de manière totalement absurde en plus. Parce que, bon. Et donc voilà. Donc là, j'ai dit, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est changer nos institutions. Si elles ne sont pas en mesure de faire primer l'intérêt général et préserver les biens communs, il faut changer nos institutions. Et donc, du coup, vous en êtes où aujourd'hui des fermes d'avenir que vous avez quittées? Vous n'êtes plus effectivement dans les fermes d'avenir, mais ça en est où de cette expérimentation finalement de ces fermes d'avenir qui ont essaimé finalement un peu partout en France? Parce qu'on se souvient, vous avez fait un tour de France des fermes d'avenir. C'est un modèle qui s'est quelque part un peu exporté. Mais est-ce que l'échec aussi s'exporte finalement enfin, l'échec, en tout cas, le mur que vous avez trouvé ici près de Tours. Alors, est-ce que d'autres peuvent le retrouver ailleurs finalement? Alors, je vais préciser quand même un truc. C'est que on dit que c'est le mot échec, à la limite, je le valide dans la mesure où on a montré que être à 35 heures et payer plus que le SMIC, on pouvait pas produire assez de légumes pour payer les charges. En gros, mais les paysans qui s'installent, et ils sont à 50, 60, 70 heures semaine, ils comptent pas leurs heures et ils sont payés en moyenne 700 balles. Donc eux valident. Et ce sont de super entrepreneurs. Ce sont de super entrepreneurs et c'est les meilleurs. Et c'est eux valident ce mode de vie et ils font quelque part, voilà, ils acceptent et ils assument ça. Mais nous, on dit, il y a 200 000 agriculteurs qui partent à la retraite. Il faut absolument, pour les remplacer, proposer des conditions de travail décentes et des horaires désirables. Et donc, du coup, à ce tarif-là, ça ne fonctionne pas. Après, tous les autres, ça fonctionne bien. Alors, pour répondre à la question... Ça fonctionne bien. Enfin, c'est un métier quand même où il y a un nombre de suicides très important. Les agriculteurs qui sont... c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. Effectivement, pas les vôtres, ceux qui sont dans le conventionnel. Non, mais tu veux dire que le modèle conventionnel, et que j'appelle pas conventionnel parce que j'ai pas signé de convention, donc que le modèle chimique et industriel ultra mécanisé soit une hérésie et pousse des gens de plus en plus à la ruine et au désespoir, il n'y a aucun
aucun doute là-dessus. Hein, ça, on parle pas ça, c'est même pas à débattre, quoi. Je veux dire. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse sur l'agribashing. On nous parle tout le temps, dire les citoyens n'aiment pas les agriculteurs. C'est pas vrai. On aime nos agriculteurs. Merci à eux. En revanche, ce qu'on n'aime pas, c'est le système. Et là où ça commence à être dont ils sont victimes aussi. Mais dont ils sont les premières victimes. Enfin, c'est eux les premières victimes du système. Enfin, c'est ça qui est fou. Et en fait, moi, là où j'en veux un petit peu à leurs dirigeants syndicaux, c'est qu'au lieu de dire il faut saisir cette crise comme une opportunité pour changer, etc., ils persistent à vouloir toujours... Enfin, c'est une fuite en avant, quoi. Et donc, et en plus, ils agitent le chiffon blanc en disant, en voulant cliver, en disant, les citoyens, vous aimez plus les agriculteurs, etc. Ils attisent le truc, alors qu'en fait, c'est eux dont on parle. C'est vraiment... Et donc, juste, je précise aussi quelque chose, c'est que... Il y a plein de fermes qui existaient bien avant Ferme d'Avenir. Et toutes les fermes... Enfin, Ferme d'Avenir n'est pas un réseau. Ferme d'Avenir est un écosystème. Un écosystème qui est constitué d'à peu près 1 millier de fermes. 1 millier de fermes qu'on a soit connues dans le cadre des concours Ferme d'Avenir, puisqu'on a remis 2,5 millions d'euros à plus de 170 fermes en 4 ans, ou via Bluebees, donc cette plateforme de financement participatif, ou le concours le Tour Ferme d'Avenir, ou le programme compagnonnage, puisqu'on a une quinzaine de fermes qui accueillent des compagnons, dont des réfugiés, puisqu'ils sont pour beaucoup paysans dans leur pays. Donc on a décidé de faire un programme avec un binôme français réfugié qui tourne pendant 1 an sur... Enfin, ils sont donc 12 binômes. Bref, donc Ferme d'Avenir, aujourd'hui, continue. Il y a une quinzaine de salariés. Il y a 4 fermes en activité, dont une de 70 hectares qui est en train de sortir de terre petit à petit. C'est une ferme à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ferme autour de laquelle on a construit un projet bien plus ambitieux qui s'appelle le projet Sésame, donc avec la communauté d'agglo Cœur d'Essonne. Et on s'est dit, autour de cette ferme, mettons en système 100 fermes. Certaines préexistent déjà en bio, certaines préexistent, il faut les convertir, et d'autres, il faudra les créer. Et donc c'est un projet qui crée 2000 emplois sur le territoire pour atteindre 15% de l'autonomie alimentaire de l'Essonne, ce qui n'est pas rien. Et donc, c'est un projet à 60 millions d'euros au global pour créer 2000 emplois. Et on a remporté un appel à candidats de l'État, donc dans le plan d'investissement d'avenir. Et on a remporté 25 millions d'euros de l'État en investissement pour créer cette dynamique. Donc, beaucoup d'efforts aujourd'hui se concentrent là-dessus. On fait du conseil et depuis que je suis parti, ce qui se fait un petit peu moins dans l'équipe, c'est le lobbying. Oui, c'est un peu votre spécialité. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a un peu moins de communication. Ils sont plus dans le dur. Et il ne faut pas s'étonner si on voit moins ce qui se fait. C'est qu'ils sont plus... C'est des vrais bosseurs, alors que moi, je parle beaucoup. Oui, c'est aussi important de parler, de faire découvrir et de faire circuler les solutions. Aujourd'hui, on en est où des parcelles bio en France? Un peu plus de 6%, ça a augmenté? Ouais, ça augmente. En fait, il y a un chiffre que j'adore, moi, c'est que souvent on dit oui, c'est les consommateurs et tout. Enfin, tout le monde se déresponsabilise en disant il faut d'abord sensibiliser, on peut pas... Ouais, mais en fait, les consommateurs, la demande en bio local, elle augmente de 20% par an en France. L'offre augmente de 10% par an. Donc, le facteur limitant, c'est pas les citoyens, c'est vraiment les conditions qui permettent aux paysans de se convertir. Et donc, on est sur ce train-là, ce rythme-là. En gros, 10% par an d'augmentation. Donc, on va passer de 6 à 7 à 8. Voilà quoi. Vous m'aviez aussi parlé, il y a pas très longtemps, de cette comptabilité innovante que vous vouliez mettre en place, justement, qui tienne compte des services rendus à la collectivité. C'est ce que vous venez d'expliquer. Ça en est où? C'est quelque chose qui peut-être va voir le jour? Ouais, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est un vrai levier. J'étais hier avec 2 grands patrons de grandes boîtes industrielles de l'agroalimentaire à qui on a... ça fait 1 an qu'on travaille avec eux. Moi, je suis totalement bénévole là-dessus. Je les ai branchés avec le cabinet Compta Durable et avec donc Jacques Richard qui a inventé la comptabilité CARE, C-A-R-E. C'est comptabilité adaptée à la restauration des écosystèmes. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a expérimenté sur 20 entreprises cette comptabilité pour convertir leurs impacts en dettes. En gros, l'idée, c'est de dire, si jamais une entreprise défonce le capital naturel, c'est difficile de chiffrer et dire tiens, 1 hectare de tourbière ça vaudrait tant et 1 hectare de pin maritime ça vaudrait tant. Donc c'est compliqué. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'on estime à peu près les impacts qu'elle a en termes de carbone, on peut en face mettre les investissements qu'elle fait pour préserver ce capital. Et en fait, on imagine
qu'un entrepreneur qui va donner une partie de ses bénéfices ou des dividendes qu'il avait prévu de donner, qu'il va les placer dans de la restauration d'écosystèmes, on imagine qu'il va le faire de manière efficace et qu'il ne va pas jeter l'argent par les fenêtres. Et donc, on comptabilise cet argent pour préserver le capital naturel ou le capital humain. Je donne un exemple, un patron de n'importe quel type d'industrie d'ailleurs, hein, qui remarquerait qu'il y a plus de burn-out chez lui ou je sais pas quoi, et que c'est souvent après les naissances ou quoi, il dirait en fait, je vois que je fais de la casse humaine parce qu'en fait, il n'y a pas le congé parental équilibré ou je sais pas quoi, donc moi, patron, je vais décider de donner 3 mois à chaque papa après la naissance, et comme ça va être bien. Et c'est un investissement de l'entreprise pour préserver le capital humain. Ouais. Et en fait, il faut des investissements de ce type-là aujourd'hui si l'entreprise ne veut pas continuer à nous précipiter dans le mur. Et il y a plein de solutions possibles, effectivement. Alors, vous êtes proche de Nicolas Hulot. Hein. Il disait d'ailleurs de toi que tu serais son ministre de l'Agriculture si jamais il était élu président, avant qu'il ne décide de renoncer. Hein. C'était il y a quelques années. On sait aussi que tu as suivi avec attention ce qu'il a fait au gouvernement. Comment est-ce que tu regardes son parcours ? Est-ce que tu as des regrets pour lui ou pas ? Qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que tu le vois encore ? Ouais, je le vois encore. On fait une conférence ensemble dans 10 jours à Tours. Non, des regrets pour son parcours ? Non. Enfin, moi, c'est un guide clairement pour beaucoup de gens. Je trouve que sa parole est juste, ses mots. Enfin, j'ai réécouté et il y a quelqu'un qui a pris le temps de scripter, enfin, d'écrire ce qu'il avait dit lors de sa démission. Il n'y a pas une virgule à changer, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément et je pense que sa démission du gouvernement a été un électrochoc pour plein de gens et que ça a sans doute été l'action la plus puissante qu'il ait faite en étant au gouvernement. Un événement déclencheur, en tout cas, pour pas mal de citoyens engagés, d'associations. Exactement. Et non. Et j'espère qu'on va continuer à avoir de bonnes idées ensemble et que je suis sûr en tout cas qu'il baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il fait Je laisserai vous répondre, mais je pense qu'il est dans une phase. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, et donc il est dans une phase de réflexion de savoir quel est le meilleur, par quel angle aborder le problème aujourd'hui, ou par quels angles et comment coordonner les différents points d'entrée. Donc je sais pas, mais j'en saurai plus dans 10 jours quand je le reverrai, mais. Alors Maxime de Rostolland, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview Déclic et c'est parti. Quel est le conseil que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière ? Au début de ma carrière, il y a un truc que j'ai découvert un peu plus tard, genre 7-8 ans après avoir commencé à travailler, qui s'appelle la communication non violente. Donc j'ai lu Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg et j'avoue que ça a été un vrai truc super puissant et je conseille à tout le monde de lire Les mots sont des fenêtres et le plus tôt possible. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir ? Il y en a plein que j'ai. Citer un peut-être ? Oui. En même temps, ça a été un peu ton mentor, Nicolas. Ouais, bien sûr. En fait, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu Pierre Rabhi. Après, j'ai eu des rencontres, en fait, des super rencontres avec Pierre Rabhi, puis avec Louis-Albert Debreuil, puis avec François Lemarchand, qui est le fondateur de Nature Découverte, avec Nicolas Hulot, avec Cyril, que j'aime beaucoup et que je trouve aussi à un niveau extra. Et j'envoie beaucoup de messages d'amour à Cyril Dion pour lui dire de continuer parce qu'il me donne la foi, quoi. Et là plus récemment, un François Ruffin est quelqu'un qui, je pense, qui est en train de bousculer beaucoup d'idées dans les têtes des gens. Tu ne serais jamais devenu ce que tu es si j'avais pas voyagé, je pense. Et donc, quelque part, si j'avais pas pris le temps de voyager. Et donc, parce que comme j'ai vu beaucoup de pays et que les gens, moi je prends plus l'avion depuis 6 ans, mais quand ils me disent, ouais, mais tu prends plus l'avion, mais t'es mignon, t'as vu tous les... Moi aussi, j'ai envie de voir les pays. Faites-le, mais prenez le temps de le faire. Prenez 1 an, 2 ans et partez au long cours. Ça change tout. Ton plus bel échec ? Oh, l'an 0. Bah ouais, l'an 0, c'est un échec hyper structurant, hyper fondateur pour la bascule. Enfin, c'était pas de votre fait. Ouais, mais c'est un échec quand même. Ouais. C'est quand même un échec de... Ouais, si, on aurait pu le faire de plein de manières différentes. Et si je m'étais renseigné, par exemple, et que j'avais creusé le fil Facebook de Joigny, j'aurais dit, oh là, il est macroniste, ou je sais pas quoi, et peut-être que ça peut poser des problèmes. Donc, si, l'an 0, c'est quand même un des plus beaux échecs, quoi. Ouais.
Une qualité essentielle pour entreprendre? L'audace, je pense. Pas avoir peur, quoi. Vraiment assumer ce qu'on est et ça veut pas dire de foncer toujours, mais au moment où on est sûr que ce qu'on fait est nécessaire, utile, répond à un besoin, audace, quoi. Faut y aller. Faut pas. Un conseil que tu donnes tout le temps? Répondez à tous vos mails. Ah bon? Je dis, pour moi, et c'est le seul. Tu culpabilisé beaucoup de monde là. Ah, mais c'est le seul truc que je dis au basculeur. Je dis, il y a un truc, je vous donne aucune directive, rien. Je vous donne juste un conseil. Mais vraiment, ça change tout. Répondez à tous vos mails. Alors, bien sûr, il y a des mails. On peut pas déconnecter alors. Non, mais il y a mais tu prends le temps que tu veux pour répondre. Tu peux prendre 6 mois si tu veux. Mais il faut répondre à tous ces mails parce que c'est par respect pour les gens. Après, il y a des mails qui, évidemment, sont des clôtures. Sinon, on n'en finit jamais. Sinon, on les fait. Mais les mails qui sont entrants et qui demandent quelque chose, il faut répondre. Il ne faut pas laisser quelqu'un dans la frustration de la non-réponse. Moi, je suis, ça sent le vécu là. Ouais, mais en fait non, parce qu'en fait moi quand j'ai pas de réponse, je m'applique plus, je refais une relance jolie et puis petit à petit les gens savent que moi un de mes premiers faits d'armes pour mon voyage, mon tour du monde, je cherchais des sponsors et ça c'est aussi un conseil que je donne, mais c'est un conseil bateau, c'est au début quand vous avez un projet, allez vous frotter à des petits partenaires quoi, pas à des trucs hyper importants pour vous et faites-vous la main sur des petits partenaires. Et à l'époque je m'étais dit, bon, pour un tour du monde, quel type de partenaire on peut avoir? Alors, Mercedes pour le camion, machin, Suez parce qu'on faisait un truc sur l'eau. Et puis, je dis, ah tiens, il va falloir qu'on prenne des photos Polaroid. Et là, je me suis mis en tête, je me suis dit, il faut que Polaroid nous offre tout ce dont on a besoin en termes de photos. Et j'ai harcelé le mec qui s'appelait Monsieur Valentin à l'époque, je crois, 0144. Enfin, j'ai tellement fait son numéro que je m'en souviens encore, et c'était il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et le mec, il a fini par dire, ok, monsieur Drossin, c'est bon, je vous donne, parce que, à force d'être de plus en plus pote avec la personne, hein, parce que finalement, quand on l'appelle toutes les semaines, on finit par être pote, et alors le week-end... malgré lui. et voilà, et donc du coup, non, je sais pas, vraiment répondre aux gens, parce que les gens ont besoin de ça, et surtout dans cette période, et en tout cas, pour ma part, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me demandant des conseils, ou en me racontant, en témoignant quelque chose, et je trouve que c'est le minimum que je leur dois le respect de répondre. Bah justement, ça nous amène au temps, le temps qui est un bien précieux. Quand tu en as un petit peu pour toi seul, qu'est-ce que tu en fais? J'ai découvert la méditation il y a 8 mois. D'ailleurs, avec plein de militants. On est parti avec que des militants activistes, etc. Et c'est une super semaine. Et c'est vrai que j'ai fait ça un peu là, ces derniers mois. Je dors un peu, j'essaye. J'avoue, je dors peu la nuit. Et enfin, j'ai des nuits courtes. Et j'ai des enfants. J'ai 2 enfants, dont un enfant handicapé. Donc, ça prend du temps aussi. Et en fait, j'ai peu de temps pour moi, quand même, finalement. Mais bon, c'est pas grave. On n'a qu'une vie et tant que ça va, quoi. Merci beaucoup, Maxime. Où est-ce qu'on peut prendre des nouvelles de tes projets, de la bascule aussi, puisque c'est le projet sur lequel tu travailles actuellement, mais aussi sur les sites, tes actions finalement de ta parole de lobbyiste aussi. Elle se passe beaucoup sur Facebook, malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment Facebook. Je vais peut-être penser à faire un blog parce que ça permet aussi de mettre en page ce que Facebook ne permet pas. Et comme j'écris des longs textes, généralement, alors je prends le temps qu'il faut pour qu'ils ne soient pas trop longs. Mais voilà, donc c'est sur Facebook essentiellement, et puis sinon sur les sites labascule.org, fermedavenir.org, bluebees.fr, et voilà. Mais un jour un blog, et puis là je vais repartir sur un bouquin pendant 2 mois. Donc au printemps prochain, il y aura un bouquin qui sortira. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui t'écoutent, Maxime, pour terminer ce podcast, qui ont envie d'agir mais qui ne savent pas comment? S'ils savent vraiment pas comment, ils peuvent acheter le bouquin de Gildas Véret qui s'appelle 10 gestes pour sauver le climat, ou un truc comme ça, qui est sorti chez Rustica Édition, qui est super, vraiment un super bouquin, qui a eu un petit article dans Reporter d'ailleurs, qui donc parfois encourage des initiatives. Non, sinon, clairement, moi j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté de prendre l'avion. Déjà, si vous faites ça, c'est vachement bien. Et si tout le monde le fait et en est fier et le vit comme quelque chose de heureux et un sacrifice heureux, déjà c'est bien. Et puis sinon,
Non, si, les prochaines fois, venez avec nous à Extinction. Venez bloquer avec nous. C'est important de montrer qu'on est beaucoup à pouvoir mettre notre vie entre parenthèses le temps qu'il faut pour sensibiliser. Et voilà. Et puis après, c'est toujours le dilemme. Hein. Si, au bout d'un moment, si jamais vraiment vous vous préoccupez de ces questions-là, réfléchissez vraiment au boulot que vous avez. Et s'il est toxique, il va falloir penser à en changer. Mmh. Merci beaucoup, Maxime de Rostolan, et très très bonne route à toi. Merci beaucoup. Bon ben voilà. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage, à David Führer pour la prise de son, à Julien Laurent pour la production. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous noter et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram impactpositif.podcast ou sur notre compte Twitter @ipositif au pluriel ou encore sur le mien @Sylvia Amicone pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.